Éric Lestanguet, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié à nos auditeurs de venir nous parler de votre entreprise, GDF Suez, qui est une entreprise que tout le monde connaît ou probablement croit connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en quelques mots ce qu'est GDF Suez en termes de métier, d'ampleur, d'importance? Alors GDF Suez, c'est une entreprise internationale, il y a 220 000 personnes qui travaillent dans une trentaine de pays au global, et qui travaillent notamment sur l'énergie, donc l'électricité, le gaz, sur la production, sur la commercialisation, sur le transport, sur la distribution, et sur l'environnement. Donc essentiellement, ces trois activités sur des fonctions de production et de services associés. Autour de ça, on a notamment en France une activité de production d'énergie et de commercialisation. Donc à titre personnel, je travaille en France sur la commercialisation de gaz, d'électricité et de services associés. Pour les particuliers? Pour les particuliers et les professionnels. Donc ça représente environ 10 millions de contrats, dont 1 500 000 contrats électricité, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, des services associés. Je vous disais 10 millions de contrats, c'est à peu près 10 millions de contacts téléphoniques avec ses clients, c'est 10 millions de connexions sur notre web, c'est 30 millions de factures, donc une masse importante de relations, de contacts avec nos clients. Alors quand vous dites juste un mot que je relève au passage, c'est les services associés. Qu'est-ce que ce sont ces services associés? Nos clients, aujourd'hui, globalement, ils sont intéressés par trois choses. Ils sont intéressés à faire des économies, plus d'économies, ils sont intéressés à avoir plus de bien-être, et puis plus d'écologie quelque part dans l'activité. Ça veut dire que on ne peut plus être simplement des fournisseurs d'énergie, de molécules de gaz ou d'électrons, mais ils font accompagner ça de services surtout autour de l'éco-efficacité énergétique. Et au-delà de ça, sur des services qui sont associés au rythme, par exemple, de la facturation. On vend aujourd'hui des assurances pour payer sa facture. Par exemple, on vend des diagnostics pour aider le client à bien gérer ses consommations. On vend des diagnostics sur la sécurité intérieure des installations. Je reprends votre idée sur les émetteurs de chaleur, sur le chauffage, faire en sorte d'avoir la meilleure chaudière, par exemple la chaudière high-top si j'ose dire, qui permettent aux clients de consommer le moins possible pour le meilleur confort. Et derrière ça, ce client, on peut l'aider aussi, ça fait partie des services, des conseils qu'on peut lui donner, on peut l'aider à financer toute ou partie des services dont il a besoin. Ça peut être l'accession effectivement à une nouvelle chaudière, mais ça peut être aussi des services liés à l'isolation de son logement, des comptes, du double vitrage et tout, le mettre en relation avec un réseau de partenaires qui sont des vrais professionnels et qui peuvent l'aider. Donc vous voyez, il y a un pan entier de services qui vont au-delà de la fourniture d'énergie. Quand vous dites on peut les aider à financer, ça veut dire que vous êtes devenu une banque? On a effectivement parmi nos filiales une banque par exemple. Donc on met en contact avec cette banque, il y a des offres de prêts qui sont faites, comme on met en contact avec nos réseaux de partenaires. La banque est un partenaire effectivement comme nous. Il nous paraît important quand même que nos clients continuent à faire en sorte de réduire leurs factures. Donc il pourrait y avoir effectivement une hausse du prix du kilowattheure, gaz, électricité et autres. Par contre, si on a les moyens de donner des conseils à nos clients pour réduire sa consommation, augmentation du prix du kilowattheure, baisse des consommations, peut nous faire espérer pour le client une facture effectivement qui soit sinon réduite, au moins qui soit à peu près stable. Donc ça c'est capital. Et on est convaincu que si on ne le fait pas, d'autres le feront et qu'on perdra au bout du bout ses clients. C'est une bonne idée ça d'être à l'initiative. Les clients ont confiance en GDF Suez parce que on porte cette image-là, on porte ces valeurs-là et on porte cette expertise-là. Je veux dire. Vous dites GDF Suez, c'est GDF. C'est le poil d'histoire. Il repose surtout sur GDF, moins sur Suez. À l'origine, c'était effectivement GDF, mais depuis quelque temps, c'est GDF Suez. Et du côté de Suez, si j'ose dire, on a effectivement les mêmes valeurs. On a aussi des portefeuilles clients. On a des portefeuilles clients à Suez Environnement, on a des portefeuilles clients en Belgique par exemple. Donc Suez, la partie Suez, ne découvre pas le contact client, ne découvre pas la relation client, et ne découvre pas la qualité nécessaire, la transparence, la visibilité à donner à ses clients.
Alors, on a parlé déjà de votre entreprise. En ce qui vous concerne, vous personnellement, comment êtes-vous arrivé à vous occuper de la relation client de cette entreprise très importante et qui est dans le quotidien des Français? Vous avez toujours été dans cet environnement? Quel parcours vous avez suivi? Alors moi je suis ingénieur de formation dans l'énergie, donc ça fait 25 ans que je travaille dans l'énergie. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé outre-mer, j'ai travaillé en France à des niveaux un peu différents, hein, c'est-à-dire sur du micro-local, sur du départemental, sur du régional, sur du national aujourd'hui. Et c'est vrai qu'assez tôt, j'ai eu la passion de la relation client, même si je suis ingénieur de formation. Et j'ai rejoint il y a un peu plus de 3 ans GDF Suez pour prendre en charge effectivement la relation client sur le domaine B2C au sein de GDF Suez, parce que notamment je me reconnaissais dans les valeurs portées par le groupe. On a une signature qui est connue aujourd'hui, être utile aux hommes quelque part, et derrière ça, il y a une vraie signification pour moi et pour nous de ce qu'est la relation client et surtout de la symétrie à entretenir entre notre démarche de relations humaines à l'interne et la relation avec les clients. C'est un travail de relations humaines en général et c'est ma passion effectivement. Alors, quand on est aussi nombreux, vous avez évoqué 220 000 personnes, s'assurer que les gens de l'interne soient bien heureux, c'est une bonne chose, qui vont faire retranscrire ce bien-être en qualité de service pour les consommateurs. Comment vous faites? Parce qu'il y a combien de personnes en contact? Alors, les contacts physiques, il n'y en a pas beaucoup finalement avec les clients, parce que ça se fait maintenant à distance, on ne rentre plus dans les foyers, etc. Donc c'est d'autant de contacts en moins, mais vous avez des contacts plutôt à distance, Tout à fait. Par téléphone. Tout à fait. Et donc, il y a combien de personnes qui sont en interface? Alors, sur le domaine donc, de la relation client dans le monde de l'énergie en France, au sein du groupe GDF Suez, il y a à peu près 3000 personnes. 1000 personnes à l'interne, 2000 à peu près à l'externe, au global, qui entretiennent ces relations. Je parlais tout à l'heure de 10 millions de contacts clients, de 10 millions de contacts via le web. On parlera peut-être du web 2.0 tout à l'heure. Au global, on a à peu près 3000 personnes. Donc, effectivement, c'est un travail au quotidien de faire en sorte de sensibiliser nos collaborateurs à la satisfaction client, à l'écoute client, pour en permanence améliorer nos services auprès de nos clients. Au-delà de ça, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'entre 3000 et 220 000, il y a un gap. On fait en sorte de sensibiliser au maximum l'ensemble des acteurs du groupe, notamment les décideurs, à ce qu'est la relation client. 10 millions de clients en France, c'est, quand vous comptez en gros les familles, c'est un Français sur 2. Ça veut dire que les dirigeants de notre groupe sont sensibilisés au fait que via GDF Suez Dolce Vita, puisque c'est la marque qui porte les services et l'énergie auprès des clients particuliers, et ben on touche un Français sur 2. Et donc ça c'est quelque chose de capital. Donc on a des gens qui sont sensibilisés, on y reviendra peut-être et je vous dirai comment. Voilà. Et donc on travaille sur ces 3000 salariés, internes, externes, pour faire en sorte que ces valeurs du groupe, être utile aux hommes, se soit apporté au quotidien et se soit surtout prouvé aux clients. Ça, c'est important. En gros, vous dites vos clients vous appellent en moyenne une fois par an. Oui, c'est une moyenne, parce qu'il y en a qui nous appellent peu ou pas du tout, et puis il y en a qui nous appellent régulièrement. Alors on peut imaginer que ça reflète effectivement un comportement avec un contact peu fréquent. À votre initiative de temps en temps, j'imagine. À l'initiative du consommateur dans notre cas, pour se plaindre, etc., les histoires de relevés, de factures, d'erreurs sur des factures. Cette relation-là, vous la valorisez comment? Comment est-ce que vous mesurez la satisfaction et comment vous pouvez vous assurer qu'elle est conforme? Est-ce qu'il y a un objectif de progrès ou est-ce que simplement il y a un niveau jugé acceptable? Et est-ce que vous le pondérez par une logique d'économie ou de prix de revient de cette prestation? Comment vous raisonnez sur ce sujet? Alors là-dessus, d'abord vous y faisiez référence, quand on a en gros 20 millions de contacts à gérer dans l'année, on a fatalement une démarche qui est très processée. Au global, que ce soit, vous en parliez, sur la partie relais facturation, sur la partie emménagement, déménagement et autres, on a des processus qui sont très suivis, qui sont même normés, qui sont audités, qui sont ISO 9001. Donc
on prépare en gros dans cette partie-là quelque chose qui pourrait ressembler à du prêt-à-porter, quoi. Le seul souci qu'on a, comme d'autres, dans le métier, c'est ce qu'attend le client, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. C'est capital. Donc aujourd'hui, on a effectivement des quotas quotidiens avec nos clients. On fait en sorte effectivement de mesurer le plus régulièrement possible la satisfaction de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, chaque mois, on a 2000 clients qui sont enquêtés, qui ont pris contact avec nous, soit par courrier, soit par téléphone, soit par le web, au global, et on a chaque mois des résultats d'enquête qui sont faits sur chacun de ces items. Résultats qu'on associe à des unités de gestion, c'est-à-dire des groupes, c'est pas un résultat, un chiffre, une note globale, chacun sait ce que son groupe a produit en termes de satisfaction, pour justement boucler sur l'amélioration continue qu'on doit à nos clients. Alors, par exemple, quels sont les facteurs de satisfaction ou d'insatisfaction de vos clients dans ces relations? Essentiellement, c'est des choses qu'on retrouve par ailleurs, c'est-à-dire que le client, il attend d'abord qu'on fasse bien du premier coup. Faire bien, c'est quoi par exemple? Faire bien, c'est répondre d'abord à la sollicitation du client, quasiment en direct. Et quand on a une action à conduire qui ne soit pas une action immédiate, faire en sorte d'informer le client qu'en différé, sur du middle office par exemple, la gestion de son problème a été parfaite. Donc c'est ce retour vers le client. C'est un niveau aussi de conseil important qu'on lui doit. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Notre client, il vient effectivement avec un problème, il vient avec une question. Il ne nous appelle pas souvent, et vous faisiez référence à ça. C'est le moment de balayer son contrat et de voir si on a une meilleure proposition à lui faire. Parce que, en nous appelant assez peu souvent, il peut avoir des usages qui ont évolué. Une composition familiale qui a pu évoluer. Des habitudes de vie qui ont pu évoluer. Donc on a un devoir de conseil, une écoute effectivement à avoir. Donc ça, c'est les premières attentes de nos clients. Alors, ça, c'est une chose qu'on rencontre souvent, c'est de profiter de l'occasion d'un client qui appelle pas souvent pour mettre à jour son dossier. Ça peut aussi lui donner l'impression qu'on utilise un moment où lui paye le téléphone pour lui capter du temps alors qu'il préférait qu'on aille directement au but, qu'on lui résolve son problème et que le temps qu'on va passer à mettre à jour son dossier, c'est du temps qui lui fait perdre le sien. Oui, mais... Est-ce qu'il est peut-être parfois pas demandeur? Alors, ça arrive, effectivement. Je crois que ce qui est important, et on parlait d'écoute du client tout à l'heure, c'est lui donner le sens de tout ça. C'est-à-dire que quand on lui demande, en gros, s'il y a eu des évolutions d'usage, d'habitude et autres, si en amont on ne lui explique pas pourquoi on le fait, c'est-à-dire que s'assurer que son contrat est optimisé quelque part, les économies, c'est vrai que le client peut mal le vivre en disant en gros j'appelle pour un problème et puis on commence à me répondre des questions qui sont à côté du problème. Au global. Donc ça, c'est la partie, et je pense que votre question est intéressante, c'est la partie rebond par rapport au processé dont je parlais tout à l'heure. Il y a une partie processée qui gère la réponse au client, qui gère aussi la collecte d'informations intéressantes sur son contrat, et puis il y a l'intelligence, c'est le sur-mesure dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'intelligence du téléconseiller qui va adapter ce process à la vraie vie du client. Il n'y a pas un appel qui ressemble à un autre dans les 10 millions, quelque part. Et donc, c'est là où il faut une dose d'autonomie. Et dans la mesure de l'efficacité et de la performance des conseillers, oui. Vous le mesurez? Oui, alors, tout à l'heure, j'ai pas fini sur la satisfaction. C'est vrai qu'il y a ces 2000 clients qui sont interrogés chaque mois. Au-delà de ça, on a des écoutes. On a des écoutes clients, on a à peu près 1500 écoutes clients par mois qui sont faites, justement pour aider nos téléconseillers à améliorer quelque part la prise en charge. D'abord le respect des procédures au global, voir l'évolution de ces procédures, c'est important. On a mis en place par exemple beaucoup d'innovations remontantes par rapport à cette écoute client qui boucle sur nos processus. Donc on a à peu près 1500 écoutes qui sont faites, en gros par mois. Quand vous rapportez aux 3000 téléconseillers, vous voyez un peu ce que ça peut donner, qui nous permettent de nous assurer effectivement qu'on est en ligne par rapport à ce que attendent nos clients et mesuré par la satisfaction client et puis les écoutes.
Et vous avez mesuré des évolutions dans les attentes des consommateurs? Ah oui, clairement, très clairement aujourd'hui. De quelle nature? Qu'est-ce qui a changé dans les 4-5 dernières années? Je crois en tout cas, ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est l'attente de nos clients sur tout ce qui est les économies d'énergie. Hein. Au global, si on regarde sur les 5 ans, le prix de l'énergie a augmenté considérablement. C'est plutôt défensif, c'est pas écologique. Est-ce que vous avez perçu par exemple une préoccupation écologique avec des gens qui sont capables par exemple de dépenser plus pour être plus écologistes? On l'a, mais ça reste quelque chose de marginal. Hein. Aujourd'hui, bon, la crise est là, hein, il y a une réponse à faire. Je ne pense pas qu'il faille opposer l'un à l'autre. Au global, moins consommer, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà un geste écologique. Bien sûr. Le kilowattheure le plus économe, le plus écologique, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc je ne les opposerai pas. Par contre, dépenser beaucoup plus pour un kilowattheure vert, hein, par exemple, ça, on a des clients qui sont intéressés. On a des offres hein, sur des offres décarbonées et autres. Donc on a ça dans notre catalogue, mais on n'a pas énormément de clients qui vont là-dessus. Par contre, marier et associer encore une fois économie d'énergie avec écologie, ça a du sens et on peut y travailler ensemble. Ça, je crois que c'est important. Alors, un autre aspect, il y a deux très grands phénomènes qui ont marqué à peu près toutes les équipes de gestion de relations clients des entreprises importantes. C'est d'une part la mobilité, l'éclosion des smartphones, donc la relation à distance avec la convergence de l'Internet et de la téléphonie, et c'est bien sûr les réseaux sociaux, avec des groupes de consommateurs subis ou voulus. Et comment vous vous positionnez sur ces deux sujets? Là-dessus, là aussi, c'est intéressant parce que c'est une évolution qui date d'il y a quelques années. Hein. Donc, vous demandiez tout à l'heure quelles sont les ruptures importantes qu'on a vécues. Donc, sur l'énergie elle-même, sur la proposition d'énergie, je vous disais que c'est surtout sur les économies d'énergie, consommation et autres. C'est vrai que sur la relation client proprement dite, donc ça, c'est pas quelque chose de très nouveau, c'est l'entrée du Web 2.0, c'est très clair. Donc, on s'y est adapté. On a essayé justement d'intégrer les demandes clients dont je parlais avant avec ces nouveaux canaux, quelque part. Je prends l'exemple des économies d'énergie. Aujourd'hui, on a mis en œuvre un réseau, une plateforme d'échange de clients qui s'appelle les éco-habitants, qui permet à nos clients d'échanger justement sur ces domaines-là. Nous, on est animateurs de cette base, mais ce sont les clients, il y a à peu près 35 000 clients qui sont sur cette base, qui échangent, par exemple, leurs plus belles idées, leurs meilleures idées pour faire des économies d'énergie. Ils échangent, hein, que ce soit dans certaines régions, parce que les économies d'énergie n'ont pas la même signification à Marseille qu'à Lille quelque part. Donc on met en réseau, et c'est là qu'on ne subit pas, on propose cette plateforme-là, avec, quand c'est possible, l'activation d'experts qui sont chez nous et qui rentrent des informations supplémentaires. On a poussé plus loin les enquêtes de satisfaction client. On a aujourd'hui mis en œuvre depuis fin d'année dernière, début de cette année, ce qu'on appelle l'esprit service Dolce Vita. C'est quoi? Et on est les premiers énergéticiens à l'avoir mis en œuvre. C'est la possibilité pour nos clients, en direct à chaud, de nous dire ce qu'ils pensent justement de nos services. Donc ils ont la possibilité de noter tout ça, c'est pas quelque chose de très novateur, de mettre un verbatim au global, et nous, on réagit aussi vite là-dessus. Donc il nous arrive de faire des appels sortants quand on a les contacts clients, même si ce n'est pas une réclamation en soi, même si ce n'est pas une grande insatisfaction, pour reprendre contact avec nos clients. Et là-dessus, on a plus de 70% des clients qui sont satisfaits, qui ne s'attendaient pas à ce qu'on les rappelle. Parce que ce n'était pas dans la culture, dans l'histoire, effectivement, tout ça. Et ça nous permet d'améliorer nos process proprement dit. J'ai un exemple, hein, aujourd'hui on a à peu près 120 000 clients, donc c'est pas rien, qui sont allés sur le web et qui ont noté nos services et qui ont fait part de remarques, voire de propositions. Par exemple, on avait quelque chose qui n'était pas très carré sur le paiement par carte bleue. Et bien on a fait évoluer ça grâce à cette écoute client sur le web. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on a par exemple une page Facebook sur Cuisiner au naturel, et bien on a un peu moins de 100 000 fans sur par exemple la page Facebook Cuisiner au naturel. On est sur les usages, et c'est aussi une de nos ambitions.
Ce qu'on souhaite, c'est fidéliser nos clients gaz et puis multiplier les usages, c'est important. Faire de la conquête électricité. Je vous disais qu'on a 1 500 000 clients, c'est pas rien aujourd'hui, alors qu'on est parti de zéro il y a 5 ans au global. Donc ça c'est vraiment capital. Dans Twitter, Facebook, qui répond? Qui est l'interlocuteur de vos consommateurs sur ces deux réseaux sociaux? Alors là-dessus, on a mis en place des équipes. On a un service national consommateur au global qui gère les contacts avec les clients, qui gère la satisfaction des clients, qui est là aussi pour gérer les coûts de clients au global. Donc tout ça arrive sur les mêmes équipes qui alimentent l'amélioration des processus derrière, en tout cas les processus majeurs derrière. Et au sein de cette équipe, on a des community managers qui sont là pour effectuer une veille. On a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, une mesure mensuelle de l'e-réputation de GDF Suez. Est-ce que vous envisagez la convergence entre ce qui est service client et ce qui est community management, ou est-ce que vous pensez que ce sont deux fonctions séparées? Aujourd'hui, on est quand même sur une phase d'apprentissage autour de ça. Vous le disiez tout à l'heure, dans la relation client, on a un navire amiral, si j'ose dire, qui reste quand même très téléphone. Très téléphone. Donc aujourd'hui, on suit ça, on l'anticipe, je vous le disais tout à l'heure. On a intégré cette équipe de community manager au sein du service national consommateur. C'est-à-dire qu'elle est au sein de l'équipe qui gère globalement la satisfaction des clients. C'est déjà un signe. On ne l'a pas laissé au marketing, on ne l'a pas laissé à l'e-business, on l'a intégré au global. On commence à intégrer via le chat, on commence à intégrer ces fonctions, ces métiers au sein des plateaux. Et est-ce que ces plateaux peuvent renvoyer en connexion directe, en mise en relation, des services spécialisés en interne de l'entreprise? Ou est-ce que ça passe par des temporisations avec mise en attente temporaire ou de quelques jours? Oui, ça dépend. Encore une fois, quand un client rentre en contact avec nous, s'il a du temps, autrement dit, alors ça dépend des situations. Vous êtes en situation d'emménagement, vous devez créer votre contrat, vous avez un peu plus de temps que si vous appelez simplement pour donner vos index, pour avoir une facture la plus proche du réel. Si le client, encore une fois, a le temps au global, on laissera l'autonomie au téléconseiller, on ne sera pas à cheval sur la DMT pour traiter d'un seul coup la demande client. Il se peut que ça puisse prendre davantage de temps. Dans ce cas-là, comme d'autres, on a une fonction qu'on appelle middle office, avec des rendez-vous clients qui sont pris, qui permettent de rebondir dans un deuxième temps auprès du client pour le mettre en relation, pour lui expliquer. Donc ça, on essaye d'avoir une certaine souplesse sur le sujet. Ce qu'on fait simplement dans le contrôle, c'est que justement, on essaye de faire en sorte en tout cas qu'il n'y ait pas une bascule automatique de la gestion du front office vers le middle office. Ça, ce serait pas très bon. Donc ça, on le limite au maximum. Par contre, on fait comprendre aux téléconseillers qu'on comprend très bien qu'ils ne puissent pas gérer du premier coup l'ensemble de la demande client. Donc ça, c'est quelque part le téléconseiller qui le décide. C'est sa marge d'autonomie. Qu'est-ce que je fais pour servir au mieux le client? Alors, des questions d'avenir aussi, c'est que comment vous voyez évoluer la relation avec le consommateur, avec peut-être une grosse montée en puissance des réseaux sociaux, une fusion des services consommateurs et des services clients proprement dit. Est-ce que vous imaginez une entreprise plus ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est plus uniquement 3000 sur 220 000, mais davantage? Est-ce que c'est toujours un métier spécifique ou est-ce que ça doit diffuser davantage dans le reste de l'entreprise? Comment vous voyez l'évolution des choses avec la mobilité par exemple, l'européanisation de l'entreprise? Il y a des problématiques assez complexes. Je pense en tout cas que le groupe GDF Suez est attentif à ça. Aujourd'hui dans notre organisation par exemple, on est organisé sur deux facettes. Une facette qui est très géographique. On est en France, au global, avec une culture française, même autour de l'énergie, des services qui sont associés, une réglementation aussi qui est française. Au-delà de ça, on est dans un groupe qui a des connexions, des réseaux qui sont européens. Oui, donc au quotidien, on travaille avec Suez Environnement, on travaille avec Electrabel, on travaille avec des collègues aussi italiens pour mettre en commun du benchmark, pour faire évoluer effectivement nos process et nos offres.
Donc on n'est pas seulement tourné sur le marché français, sur les habitudes de la relation client en France, on essaye d'être au plus large. Au-delà de ça, GDF Suez, et notamment Dolce Vita, participe au maximum au travail qui est fait dans le métier avec les autres acteurs. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, c'est que nos clients, au bout du bout, ils nous mettent en concurrence avec des vrais concurrents de l'énergie, mais ils nous mettent en concurrence avec ce que j'appelle des compétiteurs. La différence que je fais avec les deux, c'est que les compétiteurs, ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être des telcos. À la fin d'une journée, quand un client qui est en situation d'emménagement prend son téléphone et téléphone à sa banque, à son assurance, à sa boîte telco, et puis à l'énergéticien pour modifier son contrat, pour le mettre à jour, à la fin de la journée, il peut faire un benchmark. Tout à fait. Et pas sur le produit qui est vendu, mais simplement sur la relation client. Donc ce qui est vraiment capital pour nous, c'est effectivement de travailler sur ce réseau propre à GDF Suez, mais aussi d'être attentif à ce que font nos compétiteurs, qui sont les autres sociétés avec lesquels vos clients sont en contact. Oui, bien sûr. Et ils nous mettent naturellement en concurrence. En disant, en gros, que ce soit sur la rapidité de prise en charge, que ce soit la gestion du premier coup et tout le reste. Nos clients nous mettent en concurrence avec d'autres. Donc on est très présent dans les associations françaises de la relation client et ailleurs pour travailler, pour se benchmarker avec les autres, parce que les références de l'excellence, et on court après ça, sont pas obligatoirement dans l'énergie, sont pas obligatoirement dans le groupe, elles peuvent être aussi ailleurs. Donc on est très attentif et très vigilant à tout ça, y compris via les prestataires avec lesquels on travaille. Vous l'expliquiez, vous vous en sentez responsable également. Ben, oui, parce que, je le disais tout à l'heure, quand on a la conviction que pour avoir des clients fidèles, des clients satisfaits, il faut avoir des collaborateurs qui soient fidèles, satisfaits aussi à la marque et aux valeurs, et qu'il faut chérir quelque part ces collaborateurs, et qu'on a 2/3 de ces collaborateurs qui ne sont pas directement sous notre responsabilité. Si on est logique avec soi-même, il faut s'en préoccuper. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec nos prestataires pour s'assurer que notre relation est bonne et qu'on fait tout pour que les téléconseillers qui soient chez les prestataires soient dans les meilleures conditions pour porter un service de bonne qualité. Et donc on s'en sent responsable. Pas pour faire plaisir à tout le monde, mais qu'on y a intérêt. On y a intérêt, tout simplement. Merci beaucoup de cette explication transparente et de cette vision de votre organisation qui est une vraie organisation en mouvement. C'est l'impression que ça donne tout au moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup.